je disais, la femme qui s'engage dans l'entrepreneuriat doit développer la compétence, on en a parlé, mais doit aussi développer la résilience. La résilience, c'est cet équilibrisme, cette adaptation continue qui permet à la personne de traverser tous les problèmes liés à son projet, tous les tumultes liés à son problème pour atteindre son but. Il faut savoir rebondir, y croire et continuer. Et on revient encore à la créativité. C'est toujours l'activité que nous venons de faire, la trombone. C'est la capacité d'imagination. Il faut être imaginatif. Il faut être créatif. Il faut réinventer notre réalité qui souvent nous met dans des situations très compliquées. Et je vous dis, toutes celles qui n'arrivent pas à inventer quelque chose, à être créatives, c'est parce qu'elles sont contingentées par les préjugés de la société. Il faut vous en débarrasser pour être créatif. Si on avait donné cette trombone à un enfant de 5 ans, il nous aurait sorti énormément de possibilités, peut-être même 15. Mais nous, avec l'âge, puisque nous sommes contingentés, je dis, par la société, nous sommes très limités. Une proposition, 2 propositions, et ça s'arrête là. Alors, voyez par exemple, par rapport à la résilience, combien de fois tombons-nous étant bébé avant de marcher? Combien de fois? On ne se pose jamais la question. Alors, quand on est en phase d'entrepreneuriat et qu'on rencontre des difficultés, il faut penser à ça. Combien de fois nous tombons en moyenne avant de pouvoir marcher? Regarder de l'autre côté et se poser des questions. Par exemple, combien de fois Edison a essayé la lampe avant de trouver la bonne? Et se poser aussi une autre question, combien de startups échouent au cours de leur première année? Nous sommes des femmes entrepreneurs, nous sommes en mode startup. Est-ce qu'on sait le pourcentage de startups qui échouent au Sénégal, la moyenne qui échoue au Sénégal? On ne sait pas, peut-être 9 sur 10. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de nous mettre toujours en mode entrepreneuriat, en mode nous en voulons, nous voulons y arriver. Et chaque jour, il y a des femmes qui vont créer leurs petites choses, qui vont chercher leur NINEA, leur registre de commerce pour démarrer leur petite activité. Elles ne se sont pas dites, Fatou a échoué dans son commerce, je vais pas démarrer mon commerce. C'est pas parce qu'un tel a échoué dans son salon de couture que je vais pas démarrer moi aussi mon salon de couture. C'est ça le bon geste, la bonne attitude à avoir en entrepreneuriat. Et par exemple, cette attitude, comme je disais tantôt, évite de tomber dans le piège de Karpman, le triangle dramatique de Karpman. Vous voyez l'image que j'ai mise? Le triangle dramatique de Karpman, c'est ce que toute personne, entrepreneur, doit éviter. Que faut-il faire pour éviter ce triangle dramatique de Karpman? Il faut éviter d'être victime, passer tout son temps à se plaindre, à se victimiser, à s'apitoyer sur son sort, ou pire encore, à chercher un bouc émissaire. Mon projet n'a pas marché, c'est la faute de Monica. Mon projet n'a pas marché, c'est la faute de Khadija Koumé. Non, il faut prendre ses responsabilités. Éviter d'être son propre persécuteur, en passant tout ton temps à te critiquer toi-même, à te subir aussi les ironies et les critiques que les autres vont te faire, parce que ça va te dévaloriser. Ce n'est pas bon pour ton moral. Et comme on avait dit auparavant, il faut développer ton mindset. Et quand tu as un bon mindset, quand tu as la conscience de soi et la connaissance de soi, tu ne vas pas subir le persécuteur par rapport à ton projet. Et éviter enfin le sauveteur. Le sauveteur, c'est le semblant de sauveteur, je dirais mieux. C'est cette personne que nous avons tous et que nous connaissons tous dans notre entourage, qui est prompte à donner des conseils dans un domaine où il n'a aucune compétence. C'est ce monsieur je sais tout, qui à chaque fois qu'il y a un problème qui s'amène, ça peut être madame je sais tout, il faut l'éviter dans vos projets. Elle ne vous donnera pas le bon conseil.
Elle ne vous donnera pas le bon conseil. Pourquoi? Soit parce qu'elle ne se connaît pas, soit parce qu'elle n'a pas les compétences, soit c'est juste pour vous ramener le moral à zéro. Il faut l'éviter. Alors, à nous, femmes entrepreneurs, développons et travaillons notre conscience pour éviter de tomber dans le triangle dramatique de Karpman. Khadija, on enchaîne? Oui, on te laisse terminer. Il te reste 3 minutes à peu près. OK, on enchaîne. Alors, peut-être que parmi d'entre vous, il y en a qui ont déjà vu cette image. Comment on peut faire pour tracer au maximum 4 lignes sans lever les stylos pour couvrir les 9 points? Monica, Khadija? Oui, on suit. Oui, comment on peut faire? L'exercice, deuxième exercice. Tracer au maximum 4 lignes sans lever le stylo pour couvrir les 9 points. Wow. Oui. Il faut que je le fasse ou il faut que tout le monde le fasse? Tout le monde doit faire, c'est ton exercice. Tout le monde doit faire. Je regarde la discussion. Monsieur Fall, on doit sortir du cadre. On doit sortir du cadre, OK. Tracer au maximum 4 lignes sans lever le stylo pour couvrir les 9 points. Bah oui, je suis d'accord avec monsieur Fall. Hein? On encadre le triangle, le rectangle plutôt, mais moi, je sais pas. Mesdames, c'est pas moi la cobaye. Dévouez-vous. Laisse-moi. Je réfléchis là, je ne sais pas. Non, il faut coller les participants. Il faut nous laisser tranquilles. Hein? Il faut nous laisser tranquilles. Non, les participants, je suis à l'écoute. Je vois que monsieur Fall, on doit sortir du cadre. Madame Ndiaye, effectivement, il faut sortir du cadre. Oui, mais concrètement, sortir du cadre, quoi. Voilà. Une troisième réponse et puis on avance. 1, 2, 3, 4, pardon, 5. Bonjour, pardon. Et si on n'a pas compris l'exercice? Sans lever le stylo, je n'ai pas compris en fait. L'exercice est compliqué en fait. D'accord, on avance alors. J'ai 2 réponses, c'est bon. On avance. Troisième réponse. iPhone de Adia. Faire 2 lignes en sortant du cadre pour toucher plus de poids. Bon, on avance. Voici la réponse. On démarre par là, le dernier point en bas. On sort du cadre. Vous voyez le schéma que j'ai fait? On revient. On descend jusqu'au dernier point. On repasse à la dernière ligne et on remonte. Vous voyez? Voilà. Le but de cet exercice et ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est que pour entreprendre, pour être créatif, pour innover, il faut sortir de sa zone de confort. Tant qu'on est dans son cadre, bloqué par la société, bloqué par les contraintes, bloqué par les qu'en dira-t-on, bloqué par le regard des autres, il nous sera impossible d'avancer. Il nous sera impossible d'innover, de créer. Pour innover, comme vous voyez sur ce schéma, il faut avoir une façon de réfléchir qui n'est pas linéaire. Vous voyez comment ça s'est passé là? On est passé à gauche, à droite, en bas, on est revenu, on a fait tout un trajet pour avoir ce résultat. Ça veut dire toujours que pour innover et pour s'engager dans un projet, cela nécessite un travail intellectuel sérieux. Il faut réfléchir, beaucoup réfléchir, tester, retester, faire un peu comme mes chers amis les matheux. J'ai toujours eu 3 en maths, voilà. Mais bon, heureusement pour moi. Khadija, j'espère que tu faisais partie des meilleurs en maths. Moi, je faisais pas partie des meilleurs en maths. Hein. Voilà. J'ai eu 4 au bac, donc je te devance d'un point. Attention. Les maths, au bac, moi, ce n'est pas l'amour du tout. Hein. Ça s'est amélioré avec le temps, mais ce n'était pas vraiment l'amour. Voilà. Je pense que ma meilleure note de mathématiques, c'était 10, hein, de la 6e à la terminale. Voilà. Ensuite, cet exercice nous permet, vous pouvez le refaire chez vous, avec d'autres personnes pour voir. Ça nous permet de nous mettre en exploration. Il faut aller voir ailleurs, hors de son cadre, sortir de son cadre, de son environnement, voir tout ce qu'il y a comme possible
tout ce qu'il y a comme possibilité aussi pour innover, pour créer, pour mettre en place un projet, pour entreprendre. Monica l'a dit tantôt, les femmes sont toujours contingentées par la famille. Comme elle l'a dit tout à l'heure, par rapport à beaucoup de femmes qui rencontrent des difficultés dans leur famille, dans leur projet personnel. Voilà. On en revient toujours à notre schéma. Quand on se met en projet, il faut mettre à contribution ses sens. Quand on parle de sens, je parle des sens visuels et des sens sensuels et kinesthésiques. Visuel, c'est quoi? On ne peut pas entreprendre dans la mode, par exemple, sans tenir compte de l'aspect du tissu. On le touche, c'est doux, c'est agréable au toucher. Et là, on tient compte de ce que nous allons faire avec. Et on s'imagine plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce tissu? L'aspect kinesthésique, c'est le toucher toujours. Par exemple, le tissu, il est comment? Il est doux, il est rugueux. Si je le porte, comment ça va se faire? Comment je vais le sentir? Et là, je tiens compte de Monica, à qui je vais vendre un modèle, comment il va l'apprécier. Parce que moi, j'ai déjà mon avis là-dessus. J'ai déjà une sensibilité par rapport à la chose. Et donc, dans un projet, il faut d'abord mettre à contribution ses propres sens. Son sens visuel, le goût, l'odorat, le toucher, tout ça, ça a son importance dans un projet. Et c'est très important. Ça a l'air banal, mais ça a son impact dans un projet aussi. Et il ne faut pas oublier, toujours dans un projet, il faut clarifier. Il faut communiquer, et toujours avec la bonne personne. La bonne personne, c'est-à-dire la personne qui a déjà essayé le même projet que vous, la personne qui a déjà initié un projet similaire au vôtre, la personne qui a plus d'expérience à faire valoir. Ça vous permet d'avoir une idée de ce qui vous attend, d'avoir un peu plus de retour par rapport à tout ce que vous allez subir comme contrainte pour avancer dans votre projet. Khadija, c'est bon pour les facteurs clés du succès et on revient pour la suite. Merci pour tes précieux conseils qui sont essentiellement, en tout cas pour la plupart, qui intéressent les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui souhaitent entrer dans l'entrepreneuriat. On va donner la parole à l'ARH, celle qui s'intéresse ou qui va plus travailler avec les salariés, celles qui sont dans la vie active, qui travaillent pour quelqu'un. Elles, ces recommandations seront vraiment tournées. Il y a une question qui allait dans ce sens tout à l'heure. Quelqu'un a dit dans les commentaires, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Alors, pour ceux qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat, qui sont pour la vie en entreprise, qui travaillent pour d'autres personnes et qui n'ont pas forcément la vocation d'entreprendre, je vous laisse avec Julienne. Voilà, merci beaucoup. Khadijatou, c'était vraiment un partage très, très, très intéressant. Je te remercie. Alors, c'est vrai qu'il est extrêmement difficile de pouvoir harmoniser et d'avoir un équilibre sans pouvoir se perdre. Pour un peu reprendre les mots de Khadija. Alors, j'ai quelques recommandations. J'en ai beaucoup. Voilà, mais je vais en sortir quelques-unes. Donc, ma première recommandation, ça va vraiment être savoir faire la part des choses. Alors, pour resituer le contexte et pour pouvoir un peu briefer celles qui n'étaient pas là au début, moi, je vais parler et de mon vécu personnel et du vécu version entreprise. Voilà, donc savoir faire la part des choses. Et pour ça, une organisation, elle est tout simplement primordiale. Lorsque vous arrivez le matin, même au travail, même au bureau, ayez une feuille de route de votre journée. Ce qui va vous éviter, en fin de journée, à 16h, 17h, au moment de descendre, de vous retrouver avec des tâches incommensurables et de devoir soit rester plus longtemps ou d'être frustré et de ramener cette frustration à la maison. Et on sait ce que ces frustrations-là peuvent engager. Voilà, donc savoir faire la part des choses et être vraiment organisé. Voilà, alors il faut pouvoir prendre
du temps pour soi, il faut pouvoir lâcher prise. Alors, ce lâcher prise-là et pouvoir prendre du temps pour soi fait suite à mon premier point, donc l'organisation. Parce que si on n'est pas forcément organisé, on ne peut malheureusement pas prendre du temps pour soi, on ne peut pas prendre un moment, en tout cas, pour se recentrer sur soi. Alors, ce que j'appelle lâcher prise, c'est faire de la lecture, c'est aller dans un spa, se faire des massages. Quelquefois, rien qu'une manicure et une pédicure peuvent permettre de lâcher prise et peuvent permettre de décompresser tout simplement. Voilà, faire de la méditation, par exemple, des voyages, si c'est possible. Alors, c'est autant de choses qui permettent de décompresser et vous verrez que lorsque vous vous engagez dans ce lâcher prise là, vous êtes encore beaucoup plus engagé lorsque vous arrivez à la maison. Je m'explique. Vous êtes concentré au travail, vous avez des tâches de travail, vous avez une fiche de poste, vous avez un travail pour lequel vous êtes payé. Vous descendez, vous allez par exemple faire du sport. Lorsque vous ressortez de cette activité physique là, vous allez voir que vous êtes toute fraîche et encore mieux engagée à la maison, beaucoup plus reposée parce que vous êtes sorti de votre routine maison, boulot, maison, boulot. Voilà. Alors, j'ai aussi relevé que le fait de s'adonner à une passion aide énormément dans cet équilibre-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est engagé dans ce que l'on aime au plus profond de nous, on se désengage psychologiquement du travail, de la famille, des problèmes. On est totalement fondu dans ce que l'on aime et quand on sort de là-bas, c'est comme quand on fait du sport. On est tout frais dans l'esprit, moins fatigué, pas du tout frustré, super motivé pour tout ce qu'on doit entreprendre, tout ce qu'on doit faire d'autre. Ça veut dire ou le travail ou la famille. Voilà, donc la passion est extrêmement importante. Il faut savoir se poser des limites, d'accord? Ce n'est pas évident. Vous vous rappelez encore de mon premier pitch lorsque je parlais du moule dans lequel la société sénégalaise mettait les femmes, qui n'est pas du tout évident et qui va mettre vraiment la famille, surtout lorsqu'on vit avec la belle famille, qui va mettre vraiment la famille en priorité numéro 1. Voilà, une priorité est normalement un numéro 1, mais moi je dis priorité numéro 1 parce que dans la société sénégalaise, c'est la famille avant tout, c'est la femme dans ce rôle-là de faire le ménage, de faire toutes les activités ménagères. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et en fait, il faut communiquer et savoir dire, voilà, moi je m'arrête à telle chose parce que j'ai besoin de dormir, parce que j'ai besoin de sortir, de prendre du temps pour moi, j'ai besoin d'avoir du temps seulement avec mes enfants, j'ai besoin de prendre du temps avec mon époux, extrêmement important, j'ai besoin de ce temps-là pour le travail et voilà, poser ses limites et un peu faire la part des choses. D'accord? Même au travail, c'est-à-dire, et ça rejoint également encore mon premier point, lorsque vous êtes très organisé, votre temps de travail ne débordera pas sur le temps de famille et vice-versa. Voilà. Alors, il faut savoir également écouter son corps. Ce point d'écoute de son corps rejoint mon point de la santé de tout à l'heure parce que lorsque ce déséquilibre est mis en place, malheureusement, ça fragilise énormément la santé. Monica en a parlé tout à l'heure, notamment avec ce qu'elle appelle sa dépression ou alors son burn-out. Il faut savoir écouter son corps. Vous savez, quelquefois, nous, les femmes, on est sur... moi, je dis souvent qu'on n'a pas deux mains, on a des tentacules parce qu'on a cette capacité à pouvoir faire énormément de choses à la fois et on s'oublie. Et lorsqu'on s'oublie, malheureusement, la santé devient fragilisée et on a quelquefois de petites alertes. Vous voyez, on a quelquefois la tête qui va faire mal pendant 2-3 jours. On a des fourmillements, on a des crampes, voilà, on s'oublie et ensuite, ça a un impact sur la santé. Donc, ne vous oubliez pas, écoutez votre corps. Votre corps va vous dire, je suis fatigué. Votre corps va vous dire, j'ai besoin de repos. Votre corps va vous dire, il faut que tu dormes un peu plus toutes les nuits. Même le corps va vous dire, j'ai besoin que tu te sentes seul, que tu prennes du temps pour toi. Quelquefois, votre corps ou l'esprit va vous dire, j'ai besoin de passer du temps avec mes enfants. Très, très, très important. Écoutez votre corps, pour ne pas tomber dans certains travers qui vous seraient très, très, très préjudiciables. Voilà. Alors, ce qui se fait de plus en plus, Khadija Toussissé pourra en parler, c'est se faire accompagner. D'accord? Se faire accompagner, se faire coacher. Aujourd'hui, on a beaucoup de coachs
professionnels qui vous accompagnent dans votre organisation, qui vous accompagnent dans l'optimisation de vos performances au travail, et également des coachs de vie. Voilà, qui vont vous accompagner tant dans la nutrition que dans votre manière d'organiser votre journée, par exemple, dans votre manière de prendre du temps pour vous, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus au Sénégal. Personnellement, j'y ai eu droit et je le referai et je le recommande très, très, très fortement parce que, encore une fois, comme je vous le disais, on est dans un moule et lorsqu'on est entièrement dans le travail et dans la vie de famille, on a comme un voile devant les yeux et on ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'on peut manquer. Voilà, donc faites-vous accompagner. Khadija, on pourra après partager peut-être le numéro d'une ou de deux coachs, voilà, pour vous permettre de pouvoir faire la part des choses et de vous sentir tout simplement mieux. Voilà, alors, un point dont on parle beaucoup, mais qui peine à s'implémenter, en tout cas ici au Sénégal, d'après les retours que j'ai eus, c'est le partage des tâches ménagères. Je pense qu'il est plus que temps. Plus que temps, je vois que Monica sourit et je fais un coucou à François. Il est plus que temps que nos hommes nous aident. Alors, il y a encore quelques dizaines d'années, les femmes avaient des postes d'enseignantes, de secrétaires, de direction, des postes qui malheureusement n'avaient pas la même charge de travail qu'aujourd'hui. Alors, nos mamans, on le sait tout, nos mamans étaient à la maison à 15h, à 16h. Pour certaines, elles ne travaillaient pas. Nos mamans étaient vendeuses en boutique. Donc, en soi, même si elles passaient beaucoup de temps au travail, il n'y avait pas de charge mentale. Il n'y avait pas cette charge mentale qu'il y a aujourd'hui et qui, aujourd'hui, est en train de nous déséquilibrer et qui est aujourd'hui le pourquoi de cette entrevue aujourd'hui. Il faut que les hommes nous aident. On n'a plus les mêmes tâches. On met la main à la pâte aujourd'hui à la maison, il faut le dire, dites-le. Et donc, on a besoin de vous comme vous avez besoin de nous. Donc, il est primordial, les femmes, que l'on puisse discuter avec nos conjoints, avec nos époux. Voilà, on ne demande pas de faire la cuisine, on ne demande pas de fobérer, on ne demande pas de, voilà, on demande vous savez, rien que, est-ce que je peux t'aider? Rien que ça, tout de suite, ça nous fait du bien. Voilà. Donc, essayons de communiquer avec nos conjoints pour pouvoir trouver cet équilibre-là. Voilà. Donc, le dernier point, ce serait la communication. La communication qui est reliée à mon avant-dernier point. Donc, cette communication-là, elle va se faire avec la belle famille également. Il est bien d'avoir le cran de dire les choses. Au Sénégal, beaucoup de femmes ne vont pas vouloir peut-être affronter la belle famille quelquefois parce que voilà, on veut pas être mal perçu, on vit avec des ndéké, on veut pas avoir cette étiquette et qui je me perds étiquette voilà de la femme travailleuse et juste boss lady parce que voilà, carriériste, etc. Et donc on va vouloir que la famille nous voit bien. Et vous savez, c'est ce genre de choses qui nous perdent de nous. Donc, la recommandation que je ferai, c'est communiquer, c'est de ne pas venir taper du poing sur la table. Non, et expliquer à ces gens avec qui de la femme aujourd'hui, leur expliquer qu'en fait, il y a une part des choses à faire. Ok, je suis une femme, je l'assume pleinement, j'ai des enfants, je m'en occupe, mais je ne peux pas faire autant de tâches que je ne peux, parce que malheureusement, je suis en entreprise, parce que malheureusement, j'ai des responsabilités, parce que malheureusement, j'ai un salaire pour lequel je suis payée et pour lequel je dois donner des résultats. Et donc, il me faut un temps de travail, de réflexion et d'immersion dans ce travail-là bien précis qui fait que, voilà, je ne peux pas aujourd'hui être à la maison à 15h, voilà, commencer à préparer le repas jusqu'à pas d'heure, sans aide, bien sûr, des hommes dans la cuisine, etc., etc. Voilà, donc mon dernier point, c'était vraiment la communication. Donc, comme je le disais au début, je peux parler encore de ces points pendant des heures et des heures, mais voilà ce que je voulais vraiment mettre en exergue. Voilà, merci beaucoup.
Merci Julienne. C'était un plaisir de t'écouter. On va donner la parole à Monica, qui, comme elle l'a dit tout à l'heure, a un large vécu par rapport à son parcours professionnel, lui a valu un petit burn-out. Je dis petit parce que comme elle est toujours là avec nous, ça veut dire qu'il était gérable et qu'elle a pu gérer. Maintenant, comment tu es parvenue, Monica, à dépasser ces situations dans lesquelles tu étais à un moment donné? Ouais, bon. Je pense tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris cette décision? En fait, moi, je suis le genre de personne qui me donne entièrement, que ce soit au travail ou dans mes relations. Les personnes qui me connaissent savent que je suis une battante. J'y vais à fond. Donc, le fait d'avoir travaillé pendant des années pour des gens, de m'être consacrée entièrement et de voir qu'au final, il n'y a aucune reconnaissance et que tu es traité, je veux dire, comme moins que rien, ma dernière expérience professionnelle m'a fait un coup. Voilà. Et je me suis dit, non, Monica, tout le monde croit en toi, tout le monde te dit, tu pourrais faire ceci. Je veux dire, j'avais l'impression qu'il y avait que moi qui ne me voyait pas, qui ne savait pas qui j'étais. Et je me suis dit, non, il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que Là, tu as 37 ans. Bon, à l'époque, j'avais 36 ans l'année dernière et je me suis dit, non, là, il faut que les choses changent. Donc, mon déclic, ça a été ça. Le manque de reconnaissance de la part de mon patron, je vais dire, m'a fait voir que j'étais pas, voilà, je me suis pas sentie traitée comme je m'attendais à être traitée. Et d'avoir donné toutes ces années, toute cette énergie, tout ce temps à des gens qui aujourd'hui, bon, c'est vrai, peut-être reconnaîtront que j'ai fait bien mon travail, mais au final, moi, je n'ai eu aucune satisfaction de toutes mes années de travail. Et donc, quand j'ai eu ce déclic, j'ai réfléchi et j'ai défini un objectif de vie. Ça, c'est le premier conseil que je vais donner aux gens. Il faut définir quel est votre objectif de vie. Moi, mon objectif de vie, finalement, était mon épanouissement personnel et familial. Et pour mon épanouissement personnel et familial, ça a été l'entrepreneuriat, pour moi. Pour d'autres, ce ne sera pas l'entrepreneuriat. Pour d'autres, ce sera travailler pour quelqu'un. À chacun de définir qu'est-ce qu'il veut dans sa vie. Voilà. Et une fois qu'on a cet objectif-là, on le garde en tête. Toujours, l'objectif doit être devant nous. Et ensuite, on définit les objectifs qui vont avec les autres objectifs qui sont rattachés à notre objectif de vie. Donc ça, c'est le premier conseil que je donnerai. Le deuxième conseil, ce serait l'état d'esprit positif. Je pense que coach Khadija en a déjà parlé. Il faut pas se laisser abattre par les réflexions des gens. Parce que moi, par exemple, quand j'ai parlé d'entrepreneuriat, beaucoup de gens autour de moi, pas forcément qu'ils ne voulaient pas m'encourager, mais tout de suite, la réflexion, c'était quoi? Ah, mais tu sais, l'entrepreneuriat, c'est dur. Oui, l'entrepreneuriat, c'est dur, tout comme aller au travail pour quelqu'un d'autre, c'est dur. Tout comme la vie est dure, en fait. Tout de suite, les gens avaient des réflexions négatives. J'ai pas eu beaucoup d'encouragements positifs qui me disaient je t'encourage, lance-toi. Je veux dire des phrases toutes simples, positives. Donc, il faut cultiver cet état d'esprit positif-là et de façon continuelle. Parce que des obstacles, on va en rencontrer tout le temps. Il y aura pas de moment de répit. Et moi, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression de travailler plus que quand je travaillais au bureau. Et bien sûr, je rencontre plus de difficultés. Donc, j'essaye de cultiver cet état d'esprit-là positif. Ensuite, le troisième conseil, le coach en a parlé aussi, c'est prendre le temps pour réfléchir. Alors, quand je parlais des causes et conséquences, j'avais parlé de la charge mentale, notamment de l'espace physique. Donc, on a besoin, pour que notre créativité se développe, on a besoin de passer du temps du temps pour réfléchir en tout cas. Et moi, je suis issue d'une famille de 5 frères et sœurs.
Et pratiquement, eux tous ont des dons, que ce soit manuels ou voilà. Certains sont artistes, etc. Et moi, j'ai toujours trouvé que moi, je manquais vraiment d'imagination, de créativité. Et je me disais, moi, ça va pas, quoi. Et en fait, quand j'ai démissionné, je me suis rendu compte que le fait d'être concentrée sur ce que je voulais a ouvert carrément mon esprit, ma créativité a commencé à s'ouvrir. Donc ça, c'est un message pour toutes celles qui sont en ce moment entre le travail et l'entrepreneuriat, qui ont peur de se lancer. En tout cas, si vous êtes vraiment sûr de vouloir faire de l'entrepreneuriat, moi, je vous encourage à le faire. Parce que le jour où vous allez vous consacrer uniquement à ça, vous allez voir comment votre créativité va se décupler. Je veux dire, vous allez voir tellement d'opportunités qui s'ouvrent à vous que vous ne pouvez pas voir en ce moment parce que vous êtes sur deux fronts. Voilà. Donc ça, c'était le troisième conseil. La quatrième chose que je fais, c'est que je priorise mes tâches. Alors, on sait que la vie d'une femme, elle peut, du matin au soir, avoir quelque chose à faire. Mais je priorise les choses les plus importantes. Quelles sont-elles? Je les définis. Je sais que c'est ça et ça qui sont les plus importantes. À l'image des pierres et du sable. Si on a des pierres et du sable et un pot, qu'est-ce qu'on fait? Les pierres représentent les choses les plus importantes et le sable représente les activités dont on peut se passer, qui ne sont pas primordiales. Alors, est-ce qu'en mettant le sable en priorité dans le pot, est-ce qu'on finira par pouvoir mettre toutes les pierres? Non. Donc, à cette image-là, priorisons les choses les plus importantes. Et quand on aura fait toutes les choses les plus importantes, on va se rendre compte qu'on a le temps de faire d'autres choses qui peuvent être banales ou qui ne sont pas aussi importantes que les autres. Voilà. Donc, j'essaye de faire ça au quotidien. Et avec ça va le cinquième point qui est le planning. Alors, moi, je fais un planning. J'ai un agenda. Je vais vous montrer. Alors, ça, c'est celui de 2002. C'est un planner. Je partagerai peut-être le lien pour ceux qui veulent s'en procurer. Je l'ai trouvé extraordinaire. Et en fait, pour chaque mois, vous avez des objectifs mensuels et pour chaque mois, vous avez chaque jour. Alors moi, ce que je fais sur mon planning, en parlant par exemple de la nourriture, parce que moi, je suis dans une situation où maintenant, je me suis passée de domestique. Depuis que j'ai arrêté de travailler, il y a peut-être, non, depuis octobre, je me suis passée de domestique. Et donc, c'est moi qui gère absolument tout dans la maison. Donc, ce que je fais, en fin de semaine, je prends mon cahier. Bon, je vais demander à monsieur ou aux enfants, qu'est-ce que vous voulez manger? Bien sûr, la réponse n'est jamais bonne. Bon, je tente quand même. Et ensuite, je réfléchis. Je me dis, bon, tiens, lundi, en fonction de ce que j'ai dans le frigo ou dans le congélateur, je vais faire mon menu de la semaine et je vais l'écrire au-dessus des jours. Lundi, mardi, j'écris carrément. Ensuite, je mets ce que j'ai à faire dans la semaine par rapport à mon boulot. Si j'ai des tâches particulières ou des rendez-vous, je les note. Et là, j'ai essayé de reprendre le sport. Donc, j'intègre même les petites choses qui peuvent passer anodines, mais qui sont importantes. Je les note. Je les note sur mon planning. Et en même temps, j'ai 3 garçons à la maison, un de 18 ans, un de 8 ans et un de 4 ans. Alors ici, tout le monde travaille. Tout le monde a quelque chose à faire. Et ça, c'est pour rejoindre le point de Julie. Aujourd'hui, si on a peut-être des hommes qui ne nous aident pas à la maison, c'est une question d'éducation. Malheureusement, dans la société sénégalaise, les hommes ne sont pas amenés à faire des activités ou des travaux ménagers. Moi, je n'éduque pas mes garçons comme ça. Au contraire. Même celui de 4 ans, quand il mange, il sait qu'il doit débarrasser sa table. Quand il a fini de jouer, il doit ranger ses jouets. Ses habits sales, il sait qu'il doit les mettre au sale. Il peut même se doucher. Le plus grand et le deuxième, ils vont faire la vaisselle. Ils vont ranger leur chambre. Je peux leur donner des petites tâches qui vont, moi, m'alléger, qui vont me permettre de déléguer et de ne pas être submergée par le travail de la maison. Et de trouver ainsi l'équilibre entre le travail, la famille et voilà. Donc, ça se résume aux règles de la maison. Une maison doit avoir des règles. Et pour chaque membre de la famille.
Voilà. Et bien sûr, ça va demander de l'autodiscipline, de ne pas passer du temps sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un truc qui nous bouffe beaucoup de temps. Dès qu'on est fatigué, on veut se détendre ou voilà, tac, on va aller sur Instagram ou sur Facebook. Non, rachetons ce temps-là et voyons comment est-ce qu'on peut mieux s'organiser. Voilà. Alors, mon avant-dernier point va être le lâcher-prise. Je pense que Juliane en a déjà parlé. C'est très important. En tant que femme, on a besoin d'avoir un moment seul de façon régulière pour faire quelque chose qui va nous détendre. Alors, bien sûr, on n'a pas tous les moyens d'aller se faire un massage, par exemple, mais réservons du temps, que ce soit à la maison. Essayons de voir comment aménager la maison ou un endroit, en tout cas, où on pourra prendre du temps seul pour respirer, rien que faire de la respiration, expirer, inspirer, expirer plusieurs fois, rien que ça, ça nous permet de lâcher prise. Et de savoir aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort. Il y a des choses, des problèmes qu'on va vivre, mais malheureusement, on n'y peut rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là? Est-ce qu'on continue à se torturer l'esprit avec? Non. On les laisse, on les jette ou on dit à Dieu, écoute, ça vraiment, c'est pas pour moi, je peux pas, je te laisse gérer ça. Voilà. Et moi, c'est une des activités que je fais. Ça va être la prière. Et la prière, dans le sens où vraiment, je vais m'épancher, quoi. Je vais m'épancher auprès de Dieu. Comme ça, hein, pas besoin d'avoir une position spéciale ou quoi que ce soit, non. C'est-à-dire que j'ai envie de parler, j'ai envie de me vider le cœur ou l'esprit. Voilà, je vais dire tout ce qui me passe pour me vider de ces choses-là dont je n'ai aucun pouvoir et qui en fait m'alourdissent. Donc, le lâcher prise. Prenez du temps pour vous, c'est trop important. Alors, le dernier point, déjà, je pense que je n'ai pas dépassé le temps, en tout cas, j'espère, c'est l'éducation financière. Quand on est en entrepreneuriat, il faut faire attention à l'aspect financier. Alors, je pense que coach en a parlé tout à l'heure. Des fois, on peut partir de rien. Et moi, je suis partie de rien. Je suis partie peut-être d'un montant de 150 000 francs. C'était pas grand-chose. Je m'étais pas vraiment préparée financièrement, genre avoir mis 1 million, 2 millions de côté pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Non. Donc, du coup, je suis obligée de me contenter, de cultiver le contentement. Et donc, dans la caisse, je ne touche pas à l'argent de l'entrepreneuriat. Ce que je fais, j'essaye de me fixer un salaire par rapport aux articles que je confectionne, parce que maintenant, je les confectionne moi-même. Donc, je me dis, voilà, par exemple, pour une nappe de table, je vais avoir tant de salaire dessus. Et chaque semaine, je retire de la caisse, je le mets dans une enveloppe. Je mets mon salaire dans une enveloppe. Comme ça, au cours du mois, si j'ai des besoins, ben, je peux prendre normal dans le truc. Et je sais qu'en fait, je n'ai que, par exemple, 10 000 dans mon enveloppe. Je ne peux pas dépasser ces 10 000. Je n'ai plus de salaire, donc je ne vais pas m'endetter. Je vais me limiter à ce que j'ai. Donc, l'éducation financière, c'est vraiment très, très important dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. J'espère en tout cas. Et voilà, c'est tout. Magnifique, magnifique, Monica. Merci beaucoup. En tout cas, c'est bon. Je sais pas pour celles qui suivent, hein, mais moi, j'ai bu tes paroles. Surtout les deux derniers points, la discipline, l'organisation avec les réseaux sociaux, la gestion financière, l'éducation financière. C'est quelque chose qui est important. Je ne suis pas panéliste, hein, mais en tant que femme, je vais mettre mon grain de sel par rapport à ce que vous avez dit avant de donner la parole à nos participantes qui vont prendre aussi le temps de poser leurs questions à chacune des panélistes, des questions assez précises. Et on va poursuivre les échanges. On a encore, on va dire 45 minutes maximum pour boucler. Et l'expérience que j'ai de l'organisation ou même du travail. Moi, j'ai commencé à travailler en 2008 avec des stages, bien sûr, c'était les tout débuts. Et imaginez de 2008 à 2022, début 2022, j'ai travaillé non-stop. J'ai jamais eu de congé à proprement dit, c'est des congés de 2 semaines
parce que les emplois sont précaires, tu as un CDD, même si tu as un mois, on te fait, oui, si tu pars un mois, ça va être compliqué, prends juste 2 semaines, après tu prends les 2 semaines qui restent après, donc tu sectionnes même ton congé. Les seuls congés longs que j'ai eus, c'était des congés de maternité. Et tous qui sont là, on sait que les congés de maternité, c'est pas des congés, qu'on se le dise. Hein. Les congés qu'on a, c'est pas des congés. Parce que un mois à la maison, lourde comme pas possible. Ensuite, on accouche, donc on gère un bébé, c'est tout sauf des congés. C'est un autre boulot, mais c'est pas des congés. Et après ça, l'année dernière, comme Monica l'a dit, moi j'ai démissionné de mon emploi il y a 1 an. Un emploi bien payé. Une bonne position de cadre, avec beaucoup de responsabilités, un très bon salaire, mais pas d'épanouissement personnel, pas de sentiment de reconnaissance par rapport aux efforts qu'on fait par rapport à son patron, on va dire. Et on se demande, mais pourquoi on fait tout ça? Avec la charge de la maison, avec la charge des enfants. Moi, je suis à 4 enfants et on se pose beaucoup de questions. Et moi, je suis dans l'entrepreneuriat en même temps depuis longtemps. Et je suis quelqu'un qui a d'habitude beaucoup d'activités. Je jongle sur beaucoup de choses. Et je me demande parfois comment je fais. Mais malgré toutes les choses que je fais, ma passion pour la communication, donc la présentation télé, j'enseigne dans le supérieur, dans une institut de management, en plus du boulot. Donc, j'arrivais toujours à jongler entre toutes mes casquettes, plus l'entrepreneuriat, sans pour autant avoir de problèmes particuliers dans l'organisation, dans la gestion du temps, etc. Au contraire, moi, c'est ce qui me permet même de m'épanouir quand je suis sur plusieurs choses. Je n'aime pas m'ennuyer. Rien faire, pour moi, ça, c'est une torture. Mais à un moment donné, je me suis dit que j'arrêtais, mais j'arrêtais pas tout, j'arrête juste une chose, c'est-à-dire j'arrête juste la chose pour laquelle je suis obligée de le faire pour avoir un salaire, mais je n'aime pas ce que je fais. Je n'aime pas comment on me traite, je n'aime pas comment je le fais. Et je me suis arrêtée et aujourd'hui, j'organise mon temps autour de ce que j'aime faire. Même si j'ai 3 ou 4 activités différentes, il n'y en a aucune qui ressemble plus ou moins à l'autre, mais au moins j'aime ce que je fais et je retrouve un certain équilibre parce que j'ai plus de temps pour moi, pour m'épanouir, pour faire ma manucure, pour faire ma routine capillaire, ce que j'avais plus fait pendant un certain temps. J'ai perdu beaucoup de cheveux parce que j'avais même plus le temps de m'occuper de mes cheveux à un moment donné, alors que j'ai un salon de coiffure. Donc, vous voyez un peu le paradoxe. M'occuper de mes ongles, m'occuper de mon corps, pour prendre le dessus sur une prise de poids qui a été soudaine. Et j'ai pu, l'année dernière, en tout cas en 2022, perdre une dizaine de kilos, tout simplement parce que je me suis recentrée sur moi-même, sur les priorités. Et j'ai mis la priorité d'abord sur ma personne, sur ma santé physique, mais aussi mentale. Et passer par toutes les étapes qu'il faut de développement personnel pour arriver à un niveau où aujourd'hui, je pense que même si je ne suis pas équilibrée à 100%, il y a toujours des moments où on ne maîtrise pas tout, on ne peut pas toujours tout maîtriser. Mais même quand il y a un imprévu, une situation qui nous dépasse, j'arrive à gérer ça avec plus de calme, plus de sérénité et un état d'esprit plus positif. Et ça, pour moi, c'est important. C'était ma contribution par rapport à ce sujet, même si on ne peut pas tout dire en une séance aussi courte qu'un webinaire. Donc, je laisse la parole aux participantes qui souhaitent prendre la parole. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, et je vous donnerai la parole à tour de rôle. Et ensuite, on fera un dernier tour de table avec les 3 panélistes qui répondront aux questions et feront leurs conclusions en même temps. Si vous n'avez pas si vous ne savez pas comment lever la main, vous pouvez juste écrire un message dans le chat pour dire que vous voulez prendre la parole. Et voilà, la parole sera à vous. Il y a quelques questions qu'on a vues tout à l'heure. Une question de Kumba qui posait une question tout à l'heure. Il y avait Madame Diaye aussi qui posait une question tout à l'heure. Si vous voulez ouvrir votre micro et poser ça directement aux panélistes, on vous en serait très reconnaissante.
Oui, Kumba, on t'écoute. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat également. Merci, Kumba. On t'écoute. Oui, bonjour à tous. Un coucou spécial à Julie, ça fait longtemps. Alors, moi, ma question, c'était par rapport à la pleine conscience. La pleine conscience et de trouver sa passion. Bon, c'est pas forcément mon cas, mais dans mon travail, je suis amenée parfois à discuter avec beaucoup de femmes et c'est un problème que beaucoup de femmes ont, de savoir trouver leur passion ou leur domaine de compétence. Et ça revient à ce que Hadija avait dit, Hadija Sissé, coach, par rapport à la pleine conscience, parce qu'il faut pouvoir être en pleine conscience pour savoir où est-ce qu'on est vraiment doué et qu'est-ce qui nous passionne. Donc, quels seraient les conseils que Julie ou que coach Hadija donnerait à ces femmes-là pour pouvoir au moins trouver ça, trouver leur passion et trouver le domaine de compétences qui les passionne. C'est comme ça que je le dirais. Merci. D'accord. Alors, je laisserai quand même Khadija répondre. Je sais qu'elle a, elle a de bonnes réponses pour ça. Alors, moi, ce que je vous dirais, Kumba, c'est de pouvoir discuter avec ces personnes-là. Moi, c'est ce que je fais en soi. Il y a beaucoup de gens au bureau qui viennent me trouver parce que voilà, elles sont dans un poste ou alors elles sont dans cette histoire de routine et voilà, elles n'aiment pas ce qu'elles font, quelquefois c'est limite un dégoût quelque part, mais il faudrait qu'elles se connaissent. On a toutes quelque chose qui nous passionne, on a toutes quelque chose qu'on aime faire. Ça, j'en suis définitivement convaincue. Après, c'est les amener à trouver, à chercher, à s'épandre là-dessus. Mais vous ne pourrez que donner des conseils. Vous voyez, ce serait, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu te vois faire d'autre? Qu'est-ce que? Une passion peut ne pas rapporter du travail. C'est-à-dire, certaines ont la chance de pouvoir entreprendre dans un volet, dans un métier, dans un domaine qu'elles aiment. Et ça, c'est magnifique parce qu'on travaille pour sa passion. Et limite, on pourrait même le faire sans être payé. Ça, c'est l'avoir, c'est le jackpot. D'accord? Ensuite, il y a celles qui démarrent un emploi, qui n'aiment pas ce qu'elles font et qui ont leur passion. Mais leur passion, ça va être le sport, ça va être la couture. Monica, elle fait de la couture aujourd'hui. Ça va être n'importe quoi. Et le plus important, c'est de trouver cette chose-là et de pouvoir se mettre dedans. Mais vous ne pourrez pas décider à leur place. C'est chaque personne qui se connaît, qui prend conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle aime, qui dit voilà ce que moi j'aime faire. Mais vous n'avez pas cette réponse-là, vous. Vous ne pourrez que les pousser à réfléchir et à trouver elles-mêmes ce qu'elles aiment faire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais rajouter sur ce point avant de donner la parole à Hadija Sissé, Hadijatou. Alors, dans l'enseignement que je fais, je donne des cours de développement personnel et il y a une phrase que j'aime dire à mes étudiants par rapport à cette conscience de soi et même par rapport au fait de voir qu'est-ce qui nous passionne. Et moi, je me dis que s'il y a une chose pour laquelle vous êtes prêt à payer pour le faire, tellement vous aimez cette chose-là, ça, c'est votre passion. C'est-à-dire que vous aimez tellement lire que vous êtes prêt à acheter un livre tous les jours, parce que vous aimez lire. Ça veut dire que votre passion, c'est la lecture. Et une passion pour la lecture, elle peut découler sur une idée d'entrepreneuriat, mais ça peut être tout simplement une passion qui nous aide à nous détendre. Vous aimez tellement le sport que vous pouvez payer pour en faire tous les jours. Vous aimez tellement, c'est-à-dire qu'au lieu d'être payé pour faire quelque chose, c'est vous qui allez payer pour faire cette chose-là. Pour moi, ça, c'est déjà une question qu'on peut se poser, qui peut nous permettre de voir, mais quelle est cette chose-là que je pourrais faire du matin au soir? Je ne gagne pas d'argent, on ne me paye pas de salaire. Au contraire, moi, j'aime tellement faire ça que je pourrais même payer pour le faire. Payer pour avoir le droit de le faire, la possibilité de le faire. Ça peut être de la cuisine, ça peut être du tricot, de la peinture,
Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, à chacune de voir comment trouver cette chose-là, si importante pour elle. Je laisse la parole à Khadija Cissé. Ensuite, on prendra la question de Halima Djigo. Bonjour, chers amis. Par rapport à la question sur la pleine conscience, vous savez, la pleine conscience, c'est l'attention que nous avons sur le moment présent. C'est une façon d'être et de vivre un moment. Et cette façon d'être dépend de pas mal de facteurs. Par exemple, ces femmes dont elles parlent, si elles sont submergées par des pensées négatives par rapport à leur famille, si en venant au boulot, elles ont laissé énormément de soucis derrière concernant le mari ou les enfants, ou c'est la belle famille qui perturbe, ça peut déteindre sur leur mental et ça déteint aussi sur le travail. Et ce que tu ressens à l'intérieur, ton état d'âme est plus fort que toi-même. La personne qui vient au travail et qui, en venant, par exemple, malheureusement, à croiser un accident de la route, si c'est une personne hypersensible, ça peut déteindre sur son comportement et il ne pourra pas être présent. Vivre l'instant dont vous voulez, l'instant que vous voulez même partager avec lui dans le travail. Et essayez aussi de voir si vous avez un cadre vertueux de travail, c'est-à-dire parmi ses collaborateurs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Si le climat n'est pas clément, il y a des personnes aussi hypersensibles, ils vont le ressentir autrement que les autres. Ils vont le ressentir d'une autre façon et ça déteint aussi sur le travail. Alors, pour revoir par rapport à ces personnes qui manquent de présence dans leur travail, il faut discuter avec eux, revoir le vocabulaire que vous utilisez par exemple avec eux, essayer de créer des jeux pour voir qu'est-ce qui les passionne, qu'est-ce qui les intéresse, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans l'environnement, dans le cadre, dans les termes même du travail, pour voir si tu peux arriver avec eux à avoir d'autres résultats. Merci. Merci Khadija. Halima? Oui, bonjour. Comment vous allez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Super. Merci beaucoup à Khadija d'avoir organisé ce super webinaire. Merci également aux panélistes. Je pense qu'on a énormément appris. C'était des échanges très, très riches. Merci qu'elles aient partagé leurs expériences personnelles. Je vais titiller un peu Khadija. J'aurais bien aimé Khadija Koumé. J'aurais bien aimé qu'on ait un panéliste homme également dans cette conversation. Alors, moi, la question que j'ai, je pense qu'elle est un peu difficile, mais je vais la poser quand même. C'est à quel moment est-ce qu'on va porter cette question, par exemple, des congés maternité à un niveau législatif? Parce que je pense que jusque-là, ça fait quand même ça fait des décennies, hein, parce que ça a commencé ce challenge avec nos grands-mères. Donc, ça fait déjà au moins 20 ans, 30 ans avec nos mamans également, qu'on mène le challenge à un niveau personnel, c'est-à-dire qu'on est dans la gestion du foyer, dans la gestion de la carrière également. Du coup, moi, ma question, c'est concrètement pour faciliter un peu la vie de nos filles, parce que la majorité d'entre nous sont des mamans. Donc, je pense que c'est Monica qui a un garçon qui a 18 ans, c'est ça? Donc, pour faciliter la vie à cette génération qui arrive, comment est-ce qu'on s'organise pour vraiment faire bouger les choses? Est-ce qu'on va attendre indéfiniment que le congé maternité dans un contrat de droit sénégalais ne soit qu'à 2 mois? Est-ce qu'on va attendre encore 10 ans? Ou bien est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps quand même, avec toutes les expériences récoltées, tout le background en termes de connaissances juridiques, on a une RH qui était excellente, qui a bien posé le débat par rapport à donc, la gestion au niveau du boulot. Voilà, donc en fait, tout simplement,
quand est-ce que quand est-ce qu'on va apporter les solutions concrètes qui vont vraiment aider, par exemple, les salariés? Je sais qu'on a beaucoup parlé des entrepreneurs, mais quelqu'un avec mon profil, moi, je sais que je ne suis pas du tout un entrepreneur, plutôt peut-être un investisseur, mais à quel moment vraiment on va faire évoluer les choses et faire bouger les choses, ne serait-ce que pour nos bébés de 4 mois hein, qu'on ramène à la crèche. Et voilà, je connais une étudiante en médecine qui doit reprendre là, qui est super stressée parce qu'elle a des gardes à l'hôpital. Son bébé a 3 mois, elle est au bout de sa vie. Elle a 24 ans et elle pense même à prendre une année sabbatique. Donc voilà, c'était ça ma question. Halima, tu as eu raison de dire que c'est une question difficile parce qu'on aimerait bien avoir la réponse, nous toutes. Hein. Une des raisons qui a fait que j'ai démissionné l'année dernière, c'était exactement, on va dire, ce problème-là, parce que je me suis retrouvée du jour au lendemain. Je suis passée de 2 enfants à 4 enfants du jour au lendemain, avec des jumeaux qui viennent au monde et que tu dois gérer avec un boulot stressant et tu sais même pas comment gérer, en fait. Et tu as à peine 2 mois de congé, à peine le temps de te reposer, de te remettre d'une période de maladie atroce. Et sur le plan juridique, on n'est pas accompagné du tout, on n'est pas épaulé. À la limite, on subit des pressions pour reprendre le boulot et pour être performant dès le début. Et c'était compliqué, et c'est toujours hyper compliqué pour, je pense, pour chacun d'entre nous. Maintenant, ce qui peut être fait, je ne sais pas combien de temps on va attendre, mais c'est de mener le plaidoyer. Moi, c'est ce que je dis toujours. Et malheureusement, bon, on n'a pas encore d'association féminine assez forte pour ce combat-là. Les associations féminines aujourd'hui s'occupent de beaucoup de problèmes, mènent beaucoup de combats pour les violences faites aux femmes, pour plein de choses, mais pour les congés de maternité, pour plus d'accompagnement des femmes mères, des femmes actives mères, il y a encore un plaidoyer important à faire pour que les élus, les parlementaires notamment, puissent prendre à bras le corps cette problématique et trouver des solutions, que les entreprises qui peuvent le faire, par exemple, si l'entreprise où travaille Juliette Gomis est prête à ouvrir une petite crèche d'entreprise pour que les femmes qui travaillent au sein de cette structure, donc je lance la PICA à la RH, pour qu'elle porte peut-être ce plaidoyer pour les femmes qui sont au sein de son entreprise, pour qu'elles puissent, les jours où elles n'ont pas de nounou, qu'elles puissent amener leurs enfants au travail en étant tranquilles, sans stresser sur le trajet, sur l'autoroute, sur les embouteillages, etc. Ça, ce serait une solution. Donc, les crèches d'entreprise, moi, je pense que c'est une option qui devrait être davantage creusée. Mais comment y arriver? Ça, il faudrait une société civile forte pour pouvoir le porter. Si l'État ne le porte pas. Si l'État ne le porte pas, c'est à la société civile. Donc, c'est à nous, citoyens de ce pays, personnes qui habitons dans ce pays, nous les femmes, de porter ces plaidoyers, ces combats pour qu'on puisse avoir plus d'accompagnement par rapport à nos vies parce qu'on ne peut pas vouloir bâtir un pays et le développer si plus de 50% de la population féminine galère tous les jours parce qu'on n'a pas de bonne, parce que les enfants sont malades, parce que. Donc, même sur le plan professionnel, les femmes ont beaucoup de freins dans leur carrière à cause de ces petits soucis-là. Donc, moi, je dis chapeau à Monica qui réussit à vivre sans nounou. Vivement le jour où j'y arriverai, même si, comme elle, j'ai commencé à instruire très tôt mes enfants, surtout les garçons, sur l'accompagnement dans la maison, la participation dans les corvées. Monica, si tu veux répondre quelque chose, Julienne également. Moi, sur ce domaine, vraiment, j'ai rien à dire. Je sais pas. Peut-être Julienne par rapport au congé maternité. Bon, c'est vrai que c'est quand même c'est difficile pour une femme. Moi, peut-être j'ai eu plus de chance parce que j'ai accouché par césarienne et donc au lieu d'avoir 2 mois, je me suis retrouvée à 3 mois avec les enfants. Mais c'est effectivement pas évident de laisser ses enfants pour retourner au travail. En tout cas, du courage à toutes celles qui sont dans cette situation-là. Alors, moi, je vais juste renchérir sur ce que Khadija a dit. On est malheureusement dans un contexte de pays pas encore développés avec une certaine mentalité, on va dire,
qui nous met dans ce carcan de, lorsqu'on parle du congé maternité des femmes, vraiment, tout le monde est un peu mal à l'aise. Et malheureusement, la législation nous cantonne dans cela, nous bloque. Et c'est la raison pour laquelle on voit de plus en plus dans les entreprises, comme Monica vient de le dire, des femmes qui accouchent, qui rajoutent des jours de congé pour allonger leur repos médical, leur congé maternité. Des femmes qui ont des césariennes, donc ce qui amène le post-accouchement à 2 semaines plus 21 jours et qui rajoutent en plus de cela des jours de congé parce que tout simplement, on s'en sort pas. Et vous savez, c'est une femme qui reprend le boulot, on le sait tous, c'est plein de contraintes, c'est les seins remplis de lait, on appelle toutes les 2 minutes pour voir comment ça se passe à la maison avec le petit, etc., etc. Donc, comme Khadija l'a dit, je pense que le combat doit être porté par tous et par toutes parce que j'entends de plus en plus souvent que les hommes sont sensibles à ce volet-là. Encore hier, un collègue me disait mais pourquoi j'ai pas droit à des congés de paternité parce que son épouse accouche lundi et il a juste envie d'être avec elle tout simplement. Et on sait tous que selon la législation, on a 1 jour pour la naissance et 1 jour pour le baptême en soi. Voilà, donc sujet très piquant. Sujet très délicat, environnement qui ne favorise pas forcément, parce que déjà on voit des discriminations dans le monde du travail auxquelles sont sujets les femmes. Donc, je pense que cette réflexion devrait se poursuivre. Je pense qu'il faut à un moment donné devoir poser le sujet sur la table à l'Assemblée nationale ou autre et devoir prendre une décision. Sauf qu'aujourd'hui, il faut le dire, les entreprises sénégalaises sont très limitées. D'accord? Il y a beaucoup de jeunes sans emploi. Donc, certains employeurs auront la tendance de vouloir prendre des hommes, malheureusement, il faut le dire, pour ne pas se retrouver dans ces situations où on a une femme qui vient d'accoucher, comme Khadija, qui a des jumeaux, qui malheureusement, à cause d'une grossesse difficile, d'un postpartum ou autre, se voit diminuer dans le domaine de la santé et malheureusement ne peut pas reprendre son travail tout de suite. Donc, quelquefois, ça agace un peu les employeurs et vous voyez, ce n'est pas ce genre de personnes qui vont porter ce combat-là. Donc, il y a d'abord, avant de poser ce sujet sur la table, beaucoup de terrain à baliser d'abord, voilà, pour ensuite poser cette discussion. Parce que c'est une discussion qu'on va devoir poser et la poser en même temps avec des solutions palliatives. Voilà, donc c'est un peu la contribution que je voulais apporter. Monica, tu veux rajouter quelque chose? Oui, en fait, j'hésitais à parler d'une de mes expériences, mais je vais le faire. Alors, quand je suis tombée enceinte de mon dernier, mon employeur, je pense que il m'avait débauchée, je devais être ça faisait peut-être 6 ou 7 mois que j'étais là et je suis tombée enceinte. Donc, je lui en ai parlé, bien évidemment, pour ne pas qu'il le voie de par lui-même et que ce soit une surprise. Mais dès l'instant où je lui en ai parlé et durant toute ma grossesse, je n'ai eu que des réflexions du genre oui, toi, pourquoi tu tombes enceinte? Tu vois, on vient de commencer et toi, tu tombes enceinte. On a des projets et toi, maintenant, tu chamboules tout. Alors que je me suis arrangée à ce que mon chiffre d'affaires ne baisse jamais. Jusqu'au jour où j'ai pris mes congés de maternité, mon chiffre d'affaires n'a fait qu'augmenter. Alors, à ma grande surprise, je reviens de congé de maternité et le jour même, on me licencie. Le jour même, on me demande d'arrêter. J'ai dit, d'accord, faites-moi une lettre de licenciement. Ils ont refusé. J'ai dû faire venir un huissier pour constater le licenciement abusif. Mais vraiment, à cause de ma grossesse. Et jusqu'à présent, plus de 4 ans et demi après, jusqu'à présent, la loi n'a pas encore statué sur mon cas. Et voilà, ça a été une épreuve très, très dure pour moi. Parce que tu reprends le boulot, tu as besoin d'argent pour vivre. Tu as un nouveau bébé, c'est des charges et tout ne peut pas être pris en charge par ton conjoint. Et cette frustration-là, personnelle, visée juste parce que tu es une femme et que tu as mis au monde, je l'ai vécue très, très mal.
Et bon, peut-être que ça aussi, c'est des choses qui doivent être portées, je sais pas, il y a beaucoup de corruption. Donc, c'est vraiment, comme l'a dit Halima, c'est une question difficile. C'est un domaine où on n'a aucun pouvoir, en fait, j'ai l'impression, je sais pas. Voilà. Je voulais partager ça avec vous. Merci d'avoir partagé ça. Khadija? Khadija, en fait, par rapport à ce phénomène de congé de maternité, je pense que la société civile et bon nombre d'associations de femmes ont porté ce plaidoyer pour les journées du 8 mars. C'est le moment idéal de parler des droits des femmes. Alors, on a des problèmes, pas tant des problèmes réels que vivent nos femmes, que nous vivons tous par rapport à ce congé de maternité. Et actuellement, avec le nouveau concept développé par l'ONU-Femmes, la masculinité positive, je pense qu'il faudrait impliquer les hommes parce que les femmes ne tombent pas enceintes seules. On tombe enceinte à deux. Alors, il faut impliquer nos partenaires, nos maris, nos frères, tout le monde, pour qu'ils portent ce combat avec les femmes, qu'ils portent ce combat à un niveau où, par exemple, Monica ne peut pas aller pour se défendre, pour parler de son cas et parler de ce qu'elle a déjà vécu. À mon niveau, par exemple, j'ai démissionné il y a 20 ans. J'étais chargée de programme et j'avais une fille assez maladive. Et comme j'arrivais souvent en retard, et j'ai eu à subir assez de remarques désagréables, alors je me suis dit, mais attends, même si on me payait 1 milliard le mois, ça ne me permettrait pas de recouvrir la santé de ma fille ou bien de recouvrir sa vie si je la perdais. Alors j'ai pris une décision mûrement réfléchie et j'ai démissionné. Et je ne regrette pas parce que je me dis que comme Monica a fait et comme Julienne vient de dire, la femme qui se décide à entreprendre doit faire un choix et un bon choix. Et pour le choix qu'elle devra faire, cela nécessite une organisation et à tous les niveaux. Et alors, la femme qui signe un contrat d'embauche doit aussi s'engager auprès de son patron, auprès d'elle-même et de son conjoint, à savoir comment gérer ses maternités, en sachant que jusqu'à présent, la législature n'est pas de notre côté. Si on décide de faire carrière dans une entreprise, étant jeune marié, il faut prendre ses précautions pour ne pas prendre le risque de perdre son boulot dès que l'on annonce une grossesse, bien après un accouchement. C'est des choix qu'il faut faire, même s'il faut attendre 1 an, faire un planning, mais pour moi, c'est des choix que la femme doit prendre avec son conjoint, en discuter d'abord, parce que c'est pas évident d'être dans une entreprise, de se voir chaque jour distribuer des paroles désagréables simplement parce que tu es femme enceinte. Voilà, merci. Merci Khadija. Est-ce qu'il y a d'autres questions de nos gentilles participantes? Il y a beaucoup de discussions intéressantes dans le chat. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas de main levée. Juste pour... je vais rebondir sur un petit point. C'est vrai que elles l'ont dit, hein, nos panélistes l'ont abordé et on a beaucoup parlé de la législature, des problèmes qu'on peut avoir à mettre en place certaines choses. On est sur une lancée. Bon, je l'annonce, hein, on allait envoyer des mails après à toutes les participantes déjà pour remercier de votre présence. Mais on est sur une lancée. Ce webinaire, c'est le premier d'une série parce qu'on ne pourra pas aborder tous les sujets en une seule fois. Donc, je vous invite vraiment à rester attentive à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux éventuellement. Parce qu'il y aura d'autres webinaires. On compte en faire un tous les mois. Halima disait on n'a pas eu de panélistes hommes. Bon, pour cette fois-ci, on a voulu vraiment avoir quelque chose d'exclusivement féminin. Mais dans les prochains panels et pour les prochains sujets qu'on va aborder, car tout ça concerne les femmes
ou les employés ou les entrepreneurs, quel que soit le sujet qu'on va aborder, on aura d'autres panélistes, hommes comme femmes, par rapport à ça. Donc, il y aura également des rencontres en présentiel parce que le virtuel, c'est bien, surtout pour nous, les femmes qui avons beaucoup de contraintes de temps parfois. Mais également, nous avons prévu d'organiser des rencontres en présentiel qui seront vraiment axées sur un accompagnement plus poussé. Ce sera sous forme de workshop, donc d'ateliers, sur 1 à 2 journées en présentiel avec des coachs qui vont répondre aux besoins de toutes celles qui ont exprimé des requêtes particulières sur le développement personnel, sur l'accompagnement par rapport au mindfulness, par exemple, et entre autres sujets. Donc, je vous invite vraiment à rester avec nous sur les réseaux sociaux, à suivre de près ce que nous faisons, à suivre nos panélistes également. Khadija Toussi, c'est We Waxtaan Coaching, qui va peut-être bientôt, elle a mis son adresse email tout à l'heure dans le chat. Donc, celles qui ont besoin de coaching, d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à la contacter. Elle pourra vous suivre de très, très près et comme vous le souhaitez, en présentiel comme en virtuel. Julienne, qui n'a pas encore démarré le coaching, mais on en demande. La demande est forte. On va voir si elle trouve le temps ou si elle arrive à s'organiser pour le faire. Mais on a envie de la voir plus souvent, en tout cas de l'écouter plus souvent. Et Monica, que je vous invite également à suivre sur Instagram, Facebook, @OmLaToucheDéco. Monica, tu nous mettras également les liens de tes pages sur le chat. Le prochain webinaire, ce sera certainement le mois prochain et on compte parler de sororité. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a abordé la question dans le chat. She for She, voilà. C'est le projet pour le prochain webinaire. Donc, vous avez l'exclusivité déjà sur le prochain sujet et j'espère que vous serez également avec nous parce qu'on parlera de sororité. Donc, on parlera de relations entre femmes, aussi bien sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Il y avait une question tout à l'heure qui est passée dans le chat. Quelqu'un qui demandait, bon, il n'y a pas de nom, hein, c'est juste marqué iPhone, mais qui demandait s'il y avait des gens qui n'ont pas connu l'employabilité et qui ont toujours été dans l'entrepreneuriat. Bon, dans le panel, la réponse sera non. Toutes celles qui sont là ont connu l'employabilité avant d'être dans l'entrepreneuriat. Certaines ont connu l'entrepreneuriat et sont retournées à l'employabilité parce qu'elles se sentaient plus à l'aise dans l'employabilité que dans l'entrepreneuriat. Mais dans notre vie de tous les jours, au quotidien, dans nos quartiers, dans nos maisons, on connaît des gens qui n'ont jamais travaillé dans une entreprise, qui n'ont jamais travaillé pour personne, qui ont leur cantine, qui ont leur boutique, qui ont leur table, qui font leur business en ligne, qui n'ont jamais travaillé pour personne et qui ont toujours travaillé que pour eux-mêmes. Que ce soit une jeune femme ou un jeune homme de 20 ans ou quelqu'un d'âge mûr, on pourra toujours trouver des personnes autour de nous qui ont une expérience uniquement dans l'entrepreneuriat et qui n'ont jamais connu le salariat. Donc, on aura peut-être l'occasion dans d'autres rencontres d'avoir ce genre de personnes qui pourront également accompagner. Donc, il y a un gros programme qui se prépare avec nos Waxtaan en ligne et en présentiel pour parler entrepreneuriat, pour parler employabilité, mais aussi pour parler développement personnel. Voilà. Alors, merci Khadija pour l'organisation, mais toutes les panélistes pour ce généreux partage. Je ne vois pas la question. Alors, je laisse la parole à Julienne si elle veut rajouter quelque chose. Ou Khadija, Monica, si vous voulez faire un dernier tour de table. S'il n'y a pas d'autres questions. Bien sûr, Khadija. Avant qu'on se sépare, malheureusement. J'aimerais bien me mettre en mode partage d'écran. Oui, Khadija. Voilà, j'aimerais bien poursuivre et finir en beauté. Nous vous remercions, Khadija. Et là, j'en reviens aux recommandations.
Excusez-moi, je reviens un peu parce que j'ai eu un plan assez compliqué. Voilà. Et les recommandations, je vous les mets là en partage d'écran. Vous voyez, Khadija? Monica, c'est bon? Oui, on voit l'écran. Voilà. Voilà. Les recommandations, comme vous voyez, c'est juste 3 recommandations. Il peut y en avoir d'autres selon la situation de la personne, selon son environnement. Et là, je dis, entreprendre en tant que femme, c'est aussi prendre soin de soi, de son corps, de son image et de son alimentation. Et entreprendre comme nous sommes en train de faire, Monica a dit, ça ne veut pas dire elle est chez elle, elle n'a plus de domestique, elle n'a pas d'aide ménagère, elle se gère toute seule avec ses enfants. Mais quand elle est en mode webinaire actuellement, elle a une tenue à présenter, elle a une image à présenter. Ce n'est pas parce que nous sommes, ou bien nous allons être en entrepreneuriat, en mode de travail à domicile, que nous allons nous laisser aller. Nous pouvons être simples, nous pouvons être simples et tout, mais nous ne devrons pas être négligés ni débraillés. Ça, c'est à éviter. Évitez les négligés, mesdames, évitez les débraillés. Soyez simples, travaillez votre image. Voilà. Parce que c'est très important quand on est dans l'entrepreneuriat. C'est votre image qui vous vend. Vous êtes le premier produit de votre projet. Aussi, entreprendre en tant que femme, c'est aussi prendre soin de sa famille, de son entourage et de ses proches. Voilà. On ne peut pas entreprendre si on néglige sa famille, ses enfants, son mari, sa belle famille, ses voisins. Parce qu'on a besoin d'eux pour avancer. On a besoin de sa famille, son papa, sa maman, s'ils sont en vie, ses enfants, ses frères et sœurs, parce qu'ils sont un soutien infaillible. Ils vous encouragent, ils vous motivent, ils vous aident à aller de l'avant. L'entourage, c'est le voisinage proche. Ils ont des connaissances. Ils sont le premier réseau par rapport à votre activité. Alors, il faut développer ça de façon empathique et avec beaucoup de bienveillance pour que ça marche et pour que ça marche très bien pour vous et que ce soit un moteur par rapport à votre projet. Les enfants aussi, il ne faut pas les négliger. On ne peut pas se mettre dans un projet, négliger ses enfants et espérer récolter quelque chose de bien. Ça ne peut pas aller ensemble. Tout à l'heure, comme l'a souligné l'une des panélistes, il faut savoir comment s'organiser. Là, on est en mode webinaire, on est chez soi. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de bruit. Dans mon cas, je me suis organisée pour trouver un endroit calme chez moi. J'ai des ados, des pré-ados, et c'est pas du tout évident d'être avec eux. À chaque fois, tu risques d'être dérangé pour une question même anodine. Alors, il faut s'organiser, avoir comment parler avec eux. Par exemple, demain, je vais avoir un webinaire avec des gens. J'aurai besoin de 2 heures de temps. S'il vous plaît, ne me dérangez pas. S'il vous plaît, s'il y a de la visite, il faut savoir comment gérer. Je ne voudrais pas être dérangé pendant 2 heures de temps. Et tout le monde va collaborer. Tout le monde va collaborer avec ça. Savoir aussi gérer le mari. Le mari, c'est un élément vecteur dans nos projets, si tu es en couple, évidemment. On ne peut rien faire sans l'impliquer. On ne peut rien faire sans partager avec lui. Il faut discuter. Il faut que vous soyez en accord dans ce que vous faites. Surtout, vous envisagez d'entreprendre chez vous, de rester chez vous. Il aura besoin de son espace. Il aura besoin de certaines petites choses dans la maison. Il aura besoin d'un temps à lui dans la maison. Si, par exemple, vous êtes une femme qui a son activité de couture ou de mode chez soi, imaginez un peu les va-et-vient. Les va-et-vient et ce que ça va donner. Si vous êtes avec une personne introvertie, ça peut causer énormément de problèmes dans votre couple. Alors, il faut en discuter auparavant. Et ne négligez pas aussi la partie sexualité de votre couple. Julienne Gomis en a parlé. Les femmes rentrent tard. Elles sont fatiguées. Elles sont stressées. Elles sont passées par les embouteillages. Il y en a un trop plein dans la tête. Parfois, elles n'ont pas besoin et elles n'ont même pas envie d'assumer leur vie de couple. Alors, tout ça, ça nécessite un travail énorme chez soi, un travail et une discussion avec l'environnement immédiat.
c'est toujours le mari, les enfants et la famille. Dernier point, entreprendre en tant que femme. C'est aussi prendre soin de son business, de son argent. Monica, j'aime bien comment tu gères ton argent. L'histoire de la petite enveloppe, c'est magnifique, hein? Ça va inspirer beaucoup d'autres femmes. Comment gérer ses clients, ses collaborateurs? Savoir gérer, Monica nous a donné un aperçu de comment elle gère et c'est très pertinent. C'est très pertinent parce que la personne, quand tu as un projet, tu dois être rémunéré dans ce projet. Ne pas prendre tout comme ton bénéfice et ne pas aussi se laisser envahir par le projet, à supporter les charges jusqu'à se retrouver à un moment donné sans rien, parce que ce n'est pas le but du projet. Apprendre à dire non. Pourquoi? Nous sommes dans une société où la demande sociale, on connaît tout. Khadija Koumé, la demande sociale, on connaît tout le monde. Il arrive des moments où on a juste envie de jeter son téléphone pour ne pas prendre les appels. Alors, il nous faut apprendre à dire non aux parents, aux amis, pour toutes sortes de sollicitations. Parce qu'il y a de ces sollicitations, ça impacte négativement ton projet. Prenons le cas je dirais quoi, par exemple, le cas d'une couturière. Khadija, qui est couturière, à chaque fois que je viens solliciter Khadija pour mes robes, et je trouve toujours une excuse pour ne pas payer ou bien pour payer tardivement. C'est pas parce que nous sommes amis que Khadija ne va pas me dire non. Il faut toujours savoir tenir le bon discours, le langage adéquat, que ce soit entre familles, entre amis, pour que les personnes comprennent que tu es dans un business qui doit fleurir, qui doit aller de l'avant. Alors, apprenez à dire non, mesdames, sinon votre projet risque de tomber à l'eau. Et vous allez tomber et retomber, vous relevez, mais retomber encore. Et ce n'est pas le but. Et résilient, tomber et toujours se relever, être compétent. Soyons compétents dans ce que nous voulons faire. Ce n'est pas donné à tout le monde, par exemple, de monter un cabinet médical. Pour monter un cabinet médical, il faut avoir les compétences d'un médecin. Donc, quand on entreprend, il faut entreprendre dans un domaine où l'on est compétent. Tout le monde ne peut pas se permettre d'être dans l'architecture, parce que ce n'est pas ton domaine de compétence. Il faut entreprendre dans un domaine où tu es compétent. Alors, ce que je vais dire enfin, c'est que les femmes sont polyvalentes. Elles sont multitâches en même temps. On peut faire beaucoup de choses à la fois. On peut s'impliquer dans beaucoup d'activités parfois sans même nous en rendre compte. Et c'est une force que nous avons. C'est un mental que nous avons. Cette force mentale que les femmes ont, ils devraient l'exploiter par la créativité. Mais la créativité autrement. La créativité qui s'adapte à notre monde d'aujourd'hui. Nous sommes dans un pays sous-développé, mais nous devrons voir ce que nous pouvons faire pour un mieux-être par rapport à nous, pour un épanouissement personnel pour nous et pour notre famille. Merci Khadija Koumé pour cette plateforme qui nous a permis de discuter entre femmes des problèmes qui nous concernent parce que nous connaissons mieux que quiconque nos besoins, nos problèmes et nos aspirations. Et nous sommes en train de trouver des solutions à cela. Merci. Julienne, Monica, big love. Au revoir. Merci beaucoup Khadija. Merci beaucoup pour tes recommandations. Recommandations bien notées et à suivre à la lettre, bien sûr. Alors, moi, j'ai juste 2 points essentiels en dernière recommandation. Et en fait, je vais rebondir sur le point de Khadijatou Cissé qui dit qu'en fait, les femmes sont multitask. Alors, moi, je dis très souvent, et je pense que je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas 2 mains, on a des tentacules. En fait, d'expérience, les femmes ont cette capacité de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Alors, c'est vrai, hein, on va se plaindre, on va rouspéter, on va tout ce qu'on veut, mais il faudrait que l'on puisse exploiter ce multitasking-là qu'on a en nous. D'accord. Donc, comment exploiter ce multitasking et comment ça devient une recommandation? C'est aujourd'hui, on a la capacité de faire plusieurs choses à la fois, mais organisons-nous. D'accord? Comme l'a dit Monica tout à l'heure, voilà, je commence ma journée, je dois faire ça et ça et ça, en commençant bien sûr par les priorités et en
ménageant du temps pour chacun. Donc, ce qui va m'amener à mon deuxième point, c'est savoir faire la part des choses. D'accord? On est organisé, on prend du temps et pour le travail. Une fois qu'on a fini avec le travail, on ferme, on passe à autre chose. La chose suivante, ça va être la maison. On accorde un temps bien défini à la maison. C'est pas toujours évident, mais n'oublions pas, aujourd'hui, on a eu plein de recommandations et de conseils de Khadija et de Monica qui vont nous aider aujourd'hui à mettre certaines routines en place. Et voilà, du temps bien défini pour la maison, un temps bien défini pour les enfants, par exemple le coucher, les exercices, le temps de discussion, parce que on sait que je pense que Khadija, ça c'est un autre sujet qu'on va devoir mettre sur la place, l'éducation des enfants, vu notre contexte actuel, un temps pour le mari, comme l'a dit Khadija Cissé, la sexualité, des choses qui sont pas évidentes pour nous, femmes actives, et même quelquefois femmes entrepreneurs, voilà, parce qu'il faut se donner à fond dans ce que l'on fait. Voilà, et vraiment, prendre du temps pour vous. La famille, c'est primordial. Le travail, c'est nécessaire. Mais votre première priorité, mesdames, c'est vous-même. Si vous vous mettez, au centre de tout, vous vous en sortirez. Vous avez besoin de travailler, vous travaillez, vous faites la part des choses. Vous avez besoin d'entreprendre, vous vous engagez dans cet entrepreneuriat-là et vous vous y donnez à fond en faisant la part des choses. Vous avez une famille, vous avez des enfants. Donc, encore une fois, toujours et encore faire la part des choses et s'organiser et voilà, et prendre soin de soi. Voilà, c'était mon dernier mot. Et je remercie Monarch Essen, donc Monarch Essen qui est l'organisateur de ce panel-là. En la personne de Khadija. C'est des choses qui doivent encore se mettre en exergue, c'est des choses sur lesquelles on doit encore qu'on doit développer ces séances de discussion-là qui sont restreintes, qui sont super enrichissantes parce que partant sur le vécu personnel de tout un chacun et chacun en ressort avec des recommandations, avec des conseils. Je suis sûre que sortant de là, chacune va se dire « Ah tiens, Monica, elle avait dit ça, je vais le noter, je vais le mettre en pratique. Ah, Khadija, dans sa présentation, elle a parlé de telle ou telle chose, je vais le mettre en pratique. » Voilà, donc je vous remercie toutes pour votre attention. Je remercie également nos différentes panélistes et je vous dis à très, très bientôt, mesdames. Super. Merci Julienne, merci Khadija. Alors, moi, mon mot de la fin va être croyez en vous. Croyez en vous et sachez que chacune d'entre vous, vous avez de la valeur. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Prenez le temps de voir qui vous êtes et croyez en vous. C'est vraiment, ça se résume à ça. Ayez confiance en vous et en la capacité de ce que vous pouvez réaliser. Voilà, et je sais même pas quoi rajouter, mais voilà. Et le point essentiel, c'est vraiment prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous chaque semaine. C'est très important. Donnez-vous de la valeur. Malheureusement, on est dans un système où la femme s'occupe de tout le monde, mais personne ne s'occupe d'elle. Oui, parce qu'elle-même, elle doit s'occuper d'elle. Et malheureusement, dans nos schémas de pensée, on s'oublie. Et c'est ce qui peut amener beaucoup de personnes dans la situation où je pense Kumba avait posé la question. Elles n'arrivent pas à trouver ce qu'elles aiment. Elles n'arrivent pas à visualiser ça. Et je pense que prendre du temps pour soi va nous aider à croire en nous, avoir confiance en nous et trouver notre voie. Voilà. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir partagé mon expérience avec vous et d'avoir retiré aussi beaucoup de conseils du coach Khadija, de l'expérience de Julienne également. Bon, voilà, je viens d'être perturbée par mon élément. Donc, en tout cas, merci beaucoup. On se dit à bientôt pour d'autres sujets intéressants. Et mention spéciale à Khadija, celle qui a organisé. Merci beaucoup. Merci Monica. Ton élément a été sage jusqu'à la fin et c'est super parce qu'on est vraiment pile à l'heure qu'on avait pratiquement de 5 minutes. On a débordé de 5 petites minutes, mais on se pardonne ces 5 minutes-là. Il est 13h30
Et c'était vraiment un plaisir immense de partager avec vous, mesdames, ce webinaire, ce moment d'échange. J'espère qu'il y en aura encore d'autres, beaucoup d'autres, qu'on se verra en physique, en présentiel, donc, qu'on aura l'occasion également de continuer en ligne, surtout pour celles qui ne sont pas au Sénégal. Merci à celles qui nous ont rejoints depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire, depuis le Bénin, depuis le Gabon. On n'était pas seulement entre Dakaroises ou Sénégalaises du Sénégal. On était avec vraiment une communauté de femmes africaines, parce que le thème également, c'était vraiment de voir comment la femme africaine arrive à s'en sortir. On n'a pas épuisé le sujet. On va encore continuer à l'aborder et on aura d'autres occasions, je pense, d'en parler. Merci à toutes. Je vous souhaite un bon appétit. On vous fera un retour par email pour celles dont on a les emails. Sinon, je viens de mettre dans le chat, pour celles qui n'ont pas encore quitté, j'ai mis dans le chat le lien d'un Google Form. Donc, si vous pouvez gentiment y répondre, ça vous prendra 1 minute. Et ça nous permettra également d'avoir vos emails pour celles dont on n'avait pas encore les contacts, pour ensuite continuer à échanger plus amplement. Merci à toutes et à très bientôt. Merci à Julienne, Monica et Khadija Sissé également pour leur expertise, leur générosité. Bye. Super. Merci à toi, ciao.